Je n'ai jamais parlé à ma femme de mon héritage de 2 millions d'euros. Elle m'a toujours traité comme un domestique. J'ai enduré cela en silence pendant 15 ans. Et puis, elle a amené son amant chez nous. Ce que j'ai fait ensuite, je suis ravi que vous soyez là avec moi. J'aurais besoin que vous m'écoutiez jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous lisez ces lignes. Ainsi, je pourrais voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais imaginé que garder un secret puisse me sauver la vie. Pendant 15 ans, j'ai vécu dans cette maison de maître à 2 étages en banlieue de Lyon, cuisinant, faisant le ménage, gérant les courses, jouant le rôle du parfait homme au foyer. Ma femme, Isabelle, n'a jamais su pour les 2 millions d'euros que ma grand-mère m'avait laissés quand j'avais 28 ans. J'avais mes raisons de le garder caché, et ces raisons sont devenues plus claires avec chaque année qui passait. À l'époque, lorsque grand-mère Rose est décédée, Isabelle et moi n'étions mariés que depuis 3 ans. Nous étions jeunes, soi-disant amoureux, construisant notre avenir ensemble. Mais même alors, je remarquais de petites choses, la façon dont elle prenait des décisions sans me consulter, comment elle critiquait mes repas si le dîner n'était pas prêt exactement à 19 heures, le ton condescendant lorsqu'elle m'expliquait des choses que je savais déjà. Ma mère disait toujours « Marcel, ne te précipite pas pour tout partager. Chacun a besoin de quelque chose qui lui appartienne vraiment. » Je pensais qu'elle était démodée. Il s'est avéré qu'elle avait raison. J'ai déposé cet héritage sur un compte séparé que ma grand-mère m'avait aidé à ouvrir des années auparavant dans une autre banque, à l'autre bout de la ville. Isabelle n'a jamais posé de questions sur mes courses là-bas. Pourquoi l'aurait-elle fait ? J'étais juste son mari, m'occupant des tâches ménagères, rien d'important. L'argent est resté là, augmentant tranquillement pendant que je récurais ses parquets et repassais ses chemisiers. Les années passèrent comme des pages dans un livre que je ne pouvais pas lâcher, même si je détestais l'histoire. Isabelle gravissait les échelons dans son cabinet d'expertise comptable, gagnant davantage chaque année. Mais notre vie n'a jamais vraiment changé. Nous n'avons pas pris les vacances dont j'avais envie. Nous n'avons pas rénové la cuisine où je cuisinais chaque jour. Ses besoins, sa carrière, ses préférences, il remplissait chaque recoin de notre existence. Et moi, j'étais le décor, le personnage secondaire dans l'histoire de la vie d'Isabelle. Étais-je malheureux ? Parfois. Étais-je conscient à quel point je m'étais rapetissé ? Pas vraiment. C'est étrange comme on peut se perdre petit à petit, un compromis après l'autre. Une opinion ignorée, un soupir exaspéré quand on parle. À la 10e année, j'avais cessé de partager mes pensées au dîner. À la 12e, je n'avais plus de pensées dignes d'être partagées, ou du moins c'est ce que je croyais. Puis vint ce mardi de mars. Je m'en souviens parce que c'était le jour de la collecte des poubelles, et je venais de traîner les bacs jusqu'au trottoir quand j'ai vu une Audi noire inconnue dans notre allée. Pas garée dans la rue, mais dans notre allée, avec une audace insolente. Je suis rentré dans la maison par la porte de service, m'essuyant les mains sur mon tablier, m'attendant peut-être à ce qu'une collègue d'Isabelle passe à l'improviste. Ce que j'ai trouvé à la place a tout bouleversé. Isabelle était dans notre salon, celui où nous avions célébré Noël, organisé ces dîners professionnels ennuyeux, celui où j'avais arrangé des fleurs fraîches chaque semaine pendant 15 ans. Elle était là avec un homme que je n'avais jamais vu. Il était dans la quarantaine, soigné, portant une veste en daim qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Il n'était pas juste en train de parler, il se tenait proche, beaucoup trop proche. Et Isabelle avait sa main posée sur son avant-bras d'une façon qu'elle ne m'avait pas touché depuis des années. L'intimité de ce geste, la familiarité des involtes qu'il exprimait, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas nouveau, ce n'était pas une erreur, c'était établi, confortable, réel. J'ai dû faire un bruit car ils se sont tous deux retournés. L'homme eut la décence de paraître surpris. Isabelle. Isabelle avait l'air agacée. Pas coupable, pas désolée. Agacée que j'ai interrompue. « Marcel, dit-elle, sa voix portant cette pointe d'impatience familière. Voici Éric.
Nous avons des dossiers à discuter. Pourrais-tu nous préparer du café ? Me faire préparer du café dans ma propre maison ? Après avoir surpris ma femme avec un autre homme, elle voulait que je leur serve des rafraîchissements. Le monde a basculé un instant. 15 ans de petites humiliations se sont brusquement concentrés en une seule certitude aiguë. J'ai regardé Eric, qui souriait maintenant, vraiment souriant, avec un mélange de pitié et de triomphe dans les yeux. J'ai regardé Isabelle qui se tournait déjà vers lui, me congédiant, et j'ai pensé aux 2 millions d'euros sur ce compte à l'autre bout de la ville, l'argent dont elle ne savait rien, le secret qui allait devenir mon atout. Bien sûr, me suis-je entendu dire, ma voix calme et distante. Je vais préparer le café tout de suite. Je me suis dirigé vers la cuisine, les mains à peine tremblantes, et j'ai commencé à réfléchir. Je me tenais dans la cuisine, mesurant le café avec une précision mécanique, tandis que mon esprit parcourait 15 ans de mariage comme on feuillette un album photo qui prend soudain un sens horrible. Depuis combien de temps cela durait-il ? Des mois ? Des années ? Et combien de fois avais-je été si aveugle, si confiant, si pathétiquement dévoué ? La cafetière s'est mise à gargouiller et j'ai agrippé le bord du plan de travail, me forçant à respirer régulièrement. À travers l'embrasure de la porte, j'entendais leur voix, basse, intime, ponctuée du rire d'Éric. Ce rire léger, insouciant, celui d'un homme à qui l'on n'attendait pas qu'il nettoie derrière lui, ou qu'il s'inquiète de savoir si le rôti serait trop sec. Qu'avais-je perdu ? La question martelait mon esprit à travers le choc. J'avais perdu ma carrière. J'avais été un comptable prometteur avant qu'Isabelle ne me convainque que nous n'avions pas besoin de 2 personnes courant après des promotions. Et ne serait-il pas tellement mieux que quelqu'un gère correctement la maison ? J'avais perdu mes amis progressivement. Isabelle trouvant toujours des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas assister à leurs réunions, ou pour lesquelles ma soirée de jeux de société avec les copains entrait en conflit avec ses dîners de réseautage. J'avais perdu mon identité, morceau par morceau, jusqu'à n'être plus que le mari d'Isabelle, celui qui entretenait la maison et ne demandait rien. Et qu'avait perdu Isabelle ? Rien. Elle avait tout gagné, une maison propre, des repas faits maison, un époux présentable pour les événements du cabinet, et apparemment la liberté de parader avec son amant dans notre salon pendant que je leur préparais du café. La colère est venue alors, froide, nette. Pas la fureur chaude et explosive qui fait crier et claquer les portes, c'était différent. Quelque chose de ferme et de silencieux qui s'installait en moi, une résolution tranquille et solide, dangereuse pour qui tenterait de la briser. J'ai disposé 3 tasses sur un plateau d'une main ferme. J'ai ajouté du lait et du sucre. J'ai trouvé les macarons que j'avais préparés la veille pour elle. Toujours pour elle. Pendant que je travaillais, une pensée s'est imposée. Isabelle ne savait rien de l'argent. Cette ignorance était un pouvoir, le seul pouvoir que j'avais eu depuis des années, et je l'avais gardé sans même réaliser que je me protégeais. Que pouvait acheter 2 millions d'euros ? La liberté, assurément, mais plus que cela, la justice, et peut-être surtout une vie que j'aurais dû commencer bien plus tôt. J'ai porté le plateau dans le salon. Ils s'étaient légèrement séparés, pensant sans doute avoir été discrets. Eric était installé sur mon canapé, une jambe croisée sur l'autre, à l'aise comme chez lui, tandis qu'Isabelle se tenait près de la fenêtre, l'air d'une femme qui possédait tout ce qu'elle voyait. « Voilà », dis-je aimablement en posant le plateau. « Café frais. Les macarons sont à la framboise. Je les ai faits hier. » Le sourire d'Éric était poli mais légèrement gêné. « C'est très attentionné. Comme c'est agréable que vous ayez des conversations si détaillées sur les habitudes de la maison. » Je versai le café d'une main ferme et régulière. Isabelle fronça les sourcils. « Marcel, Éric est consultant sur un dossier au cabinet. Nous discutons. »« Je suis sûr que c'est très important, » dis-je doucement. « Je vous laisse à vos affaires. J'ai des courses à faire de toute façon. » C'était vrai. J'avais des courses maintenant, des courses très précises.
Isabelle parut soulagée. « Prends ton temps, nous en aurons pour un moment. » Je pris mon sac et mes clés, passant devant eux la tête haute. Ni l'un ni l'autre ne savaient qu'ils venaient de me donner la dernière information dont j'avais besoin. Isabelle n'essayait même plus de cacher quoi que ce soit. Cela signifiait qu'elle se sentait intouchable. Cela signifiait qu'elle pensait que je n'avais aucune option. Les gens comme Isabelle sous-estiment toujours ceux qu'ils ont écrasés. Dans la voiture, je suis resté assis un instant, les mains crispées sur le volant. Mon téléphone était dans ma main avant même que j'aie décidé consciemment de le prendre. J'avais 3 appels à passer et je savais exactement qui contacter en premier, Diane Marchand. Nous avions été amis à l'université avant qu'Isabelle ne l'écarte progressivement de ma vie, affirmant que son divorce la rendait difficile à fréquenter. Diane était maintenant avocate spécialisée en droit de la famille, l'une des meilleures de la région. Nous avions échangé des cartes de vœux chaque année, les miennes toujours banales et impersonnelles, les siennes toujours accompagnées d'un mot manuscrit « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit ». Mon doigt plana au-dessus de son numéro. C'était le point de non-retour. Une fois cet appel passé, une fois les choses mises en marche, il n'y aurait plus de retour possible à l'engourdissement confortable de mon ancienne vie. Je pensais au sourire d'Éric, au dédain désinvolte d'Isabelle, à 15 ans passés à me faire de plus en plus petit jusqu'à presque disparaître. J'appuyai sur la touche d'appel. « Diane », dis-je quand elle répondit, « c'est Marcel Renaud. Tu te souviens quand tu as dit d'appeler si j'avais besoin de quelque chose ? J'ai besoin de quelque chose maintenant. J'ai besoin d'un avocat en divorce et j'ai besoin de quelqu'un qu'Isabelle ne verra pas venir. » Il y eut une pause, puis la voix de Diane retentit, vive et alerte. « J'attends cet appel depuis 10 ans. Ne dis pas un mot de plus avant d'être dans mon bureau. Tu peux venir maintenant ? Je suis déjà en route. » Et j'étais loin de cette maison, loin de cette vie, vers quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait voir, mais que je savais être à ma portée. Le cabinet de Diane se trouvait dans un immeuble de verre et d'acier au cœur de Lyon, le genre d'endroit où je ne mettais plus jamais les pieds depuis des années. En prenant l'ascenseur jusqu'au 9e étage, j'aperçus mon reflet dans les portes polies. Un homme de 43 ans dans un simple pull en laine et des chaussures de ville usées, serrant un sac devenu trop familier. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, un homme au foyer, inoffensif, invisible, parfait. Diane se leva quand j'entrai dans son bureau et je vis la surprise traverser son visage avant qu'elle ne la maîtrise. Je devais avoir l'air pire que je ne le pensais. Elle contourna son bureau et me serra dans une étreinte chaleureuse et ferme qui faillit briser le calme que je m'étais imposé depuis le salon. « Assieds-toi, dit-elle, parle. » Et c'est ce que je fis. Je lui racontai tout. Les années de mépris désinvolte, l'érosion progressive de mon identité, les petites humiliations accumulées jour après jour, et enfin la scène du salon, les 3 tasses de café, le plateau, les macarons. Diane écoutait avec l'attention concentrée d'un chirurgien examinant un patient, prenant des notes de temps en temps, mais surtout observant mon visage. Quand j'eus fini, elle se pencha en arrière dans son fauteuil. « Première question. Tu veux sauver ce mariage ? » ?»« Non. » Le mot sortit si vite, si sûrement, que nous marquâmes tous deux une pause. Je m'étais moi-même surpris, mais c'était vrai. Absolument, complètement vrai. Je ne voulais ni médiation conjugale, ni seconde chance. Je voulais partir. « Bien, » dit Diane. « Parce que d'après ce que tu décris, Isabelle est le genre de personne qui utiliserait la thérapie de couple comme une tribune supplémentaire pour expliquer pourquoi tout est de ta faute. » Deuxième question, les biens. Avec quoi travaillons-nous ? C'était le moment. Je pris une inspiration. Isabelle pense que nous avons environ 150 000 € sur des comptes communs et peut-être 80 000 en épargne.
Notre maison vaut environ 420 000 €, avec 180 000 restants sur le prêt immobilier. Diane calculait déjà, son stylo glissant sur le papier. Donc environ 470 000 d'actifs nets, ce n'est pas mal. En tant qu'époux ayant sacrifié ta carrière professionnelle pour assumer le foyer, tu peux t'attendre à environ la moitié, voire davantage étant donné la durée du mariage et j'ai 2 millions d'euros dont elle ignore l'existence, dis-je doucement. Le stylo de Diane s'arrêta. Quoi ? Ma grand-mère me l'a laissé 3 ans après notre mariage. Je ne lui en ai jamais parlé. C'est sur un compte séparé depuis le début. 15 ans. Diane posa son stylo très délicatement. Marcel, c'est un bien propre si tu l'as hérité et gardé complètement séparé du patrimoine commun. Mais 15 ans pendant le mariage, s'il y a eu le moindre mélange, il n'y en a pas eu, pas un centime. Compte séparé, banque séparée, jamais touché. Ma grand-mère l'a mis en place spécifiquement pour qu'il reste séparé. Elle ne faisait pas confiance à Isabelle. Un lent sourire se dessina sur le visage de Diane. Ta grand-mère était une femme intelligente. D'accord, cela change tout. Avec ce filet de sécurité, nous pouvons jouer vraiment offensif. Mais voici le point absolument crucial. Isabelle ne doit pas avoir connaissance de cet argent avant le tout dernier moment possible. Si elle le découvre trop tôt, elle prétendra que tu as dissimulé des actifs matrimoniaux et les choses deviendront bien plus compliquées. Alors, que fait-on ? Diane sortit un bloc-notes juridique neuf. On documente tout. Chaque preuve d'infidélité que tu peux apporter, chaque actif qu'elle pourrait dissimuler de son côté, chaque euro qu'elle a dépensé pour Éric. On monte un dossier si solide que quand on frappera, elle n'aura aucune marge de manœuvre. Ta mémoire est bonne, tu peux te souvenir d'incidents précis, de dates, d'heures. Je pensais à 15 ans passés à me taire, à tout remarquer sans jamais rien dire. Chaque reçu que j'avais classé en silence. Chaque soirée tardive dont j'avais noté le prétexte sans y croire. Oui, je peux m'en souvenir. Commence à parler. Date, heure, détail, absolument tout. Nous avons travaillé pendant 3 heures. L'assistante de Diane nous apporta du café et des sandwichs que je touchais à peine. Je parlais jusqu'à ce que ma gorge soit rauque, déterrant des souvenirs que j'avais enfouis, des cadeaux coûteux qui apparaissaient et disparaissaient sans explication, des soirées tardives au cabinet dont le récit ne tenait pas, des relevés de cartes de crédit dans des restaurants gastronomiques lyonnais où je n'avais jamais mis les pieds. Le visage de Diane s'assombrissait à chaque détail supplémentaire. « Elle a été prudente », dit-elle finalement. « Mais pas assez. Les gens comme Isabelle deviennent arrogants avec le temps. Ils finissent par penser que leur conjoint ne fait pas attention. » Elle marqua une pause. « Mais toi, tu faisais attention, n'est-ce pas, Marcel ?» « Toujours. Je ne savais juste pas quoi faire de ces informations. » « Voici ce qui se passe ensuite, dit Diane. Tu rentres chez toi, tu agis normalement, tu joues le mari parfait. Pendant ce temps, je vais engager une détective privée, la meilleure que je connaisse à Lyon. Elle va documenter chaque interaction d'Isabelle avec Éric, chaque hôtel, chaque dîner, chaque cadeau. En France, l'infidélité est prise en compte dans la prestation compensatoire et dans le partage des biens, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une composante financière. Si elle dépense l'argent du ménage pour lui, et je te garantis qu'elle le fait, c'est une dilapidation d'actifs matrimoniaux. On peut réclamer cela dans le règlement. La lueur dans les yeux de Diane correspondait à quelque chose qui s'éveillait en moi. Il ne s'agissait plus seulement de s'échapper, il s'agissait de faire comprendre à Isabelle que les actions ont des conséquences. Combien de temps faudra-t-il pour la collecte de preuves ? 4 à 6 semaines. Nous avons besoin d'un schéma, pas d'un incident isolé. Tu peux tenir 6 semaines de plus dans cette maison ? Je pensais à l'argent de ma grand-mère, en sécurité et secret, au futur que je construisais à chaque minute dans ce bureau. Je peux tout tenir pendant 6 semaines. Bien.
Parce que voilà le truc, Marcel. Isabelle va se rendre compte que quelque chose a changé. Tu vas paraître différent, même si tu essaies de le cacher. Les gens le font toujours une fois qu'ils ont pris la décision de partir. Elle pourrait devenir méfiante. Qu'elle le soit, dis-je. Le soupçon n'est pas la même chose que la certitude. Diane sourit. Ce dossier va me plaire. Maintenant, parlons de ce que tu feras si elle te confronte directement. Tandis qu'elle exposait les stratégies et les différents scénarios possibles, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Je me sentais capable. Non pas parce que j'allais blesser Isabelle, même si je ne prétendrais pas que cela n'apportait pas une certaine satisfaction, mais parce que je reprenais le contrôle de ma propre vie. J'en avais fini d'être invisible. Les 2 semaines suivantes s'écoulèrent dans une étrange double réalité. En apparence, j'étais le même Marcel, préparant le petit déjeuner d'Isabelle, gérant la maison, maintenant la fiction de notre mariage. Mais en dessous, j'étais quelqu'un d'entièrement différent. Quelqu'un qui observait, documentait, se préparait. La détective privée de Diane, une femme prénommée Karine Besson, valait chaque centime de ses honoraires considérables. Elle suivait Isabelle avec une discrétion professionnelle, et ses rapports arrivaient dans ma messagerie sécurisée tous les 3 jours avec une régularité d'horloge. Déjeuner à la Mère Brasier avec Éric, réservation à l'Intercontinental Lyon-Cité à 14h, départ à 17h, achat chez Van Cleef et Arpels, quai de la Pêcherie, un bracelet, 3800 €, certainement pas pour moi puisque je ne l'avais jamais vu. Je sauvegardais chaque rapport dans un dossier cloud auquel Isabelle n'avait pas accès. Je photographiais les relevés de cartes de crédit dès leur arrivée dans le courrier. Je notais les dates et les heures dans un petit carnet que je gardais dans la boîte à gants de ma voiture. Je construisais un dossier, brique par brique. Et c'était presque satisfaisant de voir à quelle vitesse les preuves s'accumulaient. Mais Isabelle n'était pas stupide. Un jeudi soir, 2 semaines après ma visite chez Diane, elle rentra plus tôt que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de préparer un gratin dauphinois, son plat préféré, quand elle entra et se tint dans l'embrasure de la porte, me regardant avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer tout à fait. « Tu as été différent ces derniers temps, » dit-elle. Ma main ne trembla pas tandis que je découpais les pommes de terre en fines rondelles. Différent comment? Plus silencieux, plus distant. Je m'autorisais un petit sourire intérieur qu'elle ne pouvait pas voir. Je suis juste là, Isabelle. À quel point puis-je être plus proche? Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle s'avança dans la cuisine et je sentis sa présence dans mon dos. Tu es sorti ce jour-là quand Éric était là. Où es-tu allé exactement? Course, répondis-je en rinçant les pommes de terre. Le pressing, la pharmacie, le marché Saint-Antoine, les endroits habituels. Elle attendait. Et j'ai déjeuné avec une vieille amie. Quelle amie? Sa voix avait maintenant un tranchant calculé. Diane Marchand, de la fac. Tu te souviens d'elle? Je la sentis se raidir. Elle se souvenait d'elle, bien sûr. L'amie qu'elle avait passé des années à me convaincre d'éviter, prétendant que son divorce la rendait toxique à fréquenter. Je croyais que vous n'aviez plus de contact. On échangeait des cartes de vœux. J'ai pensé que ce serait bien de se retrouver. Je me tournai vers elle, le couteau toujours à la main, l'expression douce et ouverte. Il y a une raison pour laquelle je ne devrais pas déjeuner avec une vieille amie, Isabelle? Ses yeux se plissèrent, calculateurs. Elle essayait de décider si je savais quelque chose, si je soupçonnais quelque chose. L'ancien Marcel se serait empressé de la rassurer, d'apaiser ses inquiétudes, de sourire plus largement pour dissiper le malaise. Le nouveau Marcel la regarda simplement avec calme et attendit. « Bien sûr que non, » dit-elle finalement. « J'étais juste surprise. Tu ne sors pas d'habitude. » « Peut-être que je devrais sortir plus souvent, dis-je légèrement.
C'était agréable d'avoir une vraie conversation adulte pour changer. Cela toucha une corde. Son visage se durcit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Une simple observation. Je me retournai vers le gratin. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Elle ne bougea pas pendant un long moment, et je pouvais sentir sa colère monter comme une pression avant l'orage. Puis elle quitta la cuisine, sans un mot de plus, ses pas lourds, dans l'escalier. Cette nuit-là, elle ne mangea pas ce que j'avais préparé. Elle resta dans son bureau jusqu'à tard, et quand elle vint finalement se coucher, elle s'allongea sur le côté, me tournant le dos, rayonnant d'une hostilité silencieuse. Le lendemain, Éric appela. Je répondis sur le fixe. Isabelle était au cabinet. J'entendis sa voix affable et trop assurée. « Marcel, c'est Éric Valmont. Je voulais m'excuser si ma présence l'autre jour vous a mis dans une position délicate. Isabelle m'a expliqué que vous pouviez être sensible à ses relations professionnelles. » La manipulation était si transparente qu'elle en était presque comique. Il me testait, cherchant à vérifier si j'avais accepté le récit d'Isabelle selon lequel j'étais le problème. L'époux jaloux et irrationnel. « Comme c'est attentionné de votre part d'appeler, dis-je. Bien que je n'ai pas été gêné du tout. Pourquoi le serais-je? N'hésitez pas à venir quand vous voulez, je veillerai à avoir du café prêt. » Il y eut une pause. Il ne s'attendait manifestement pas à cette réponse. « Oh, eh bien, c'est très compréhensif de votre part. Isabelle avait raison sur ce point. »« Je suis quelqu'un de très compréhensif, dis-je. Isabelle peut le confirmer. Passez une excellente journée, Éric. » Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre et m'accordai un moment de satisfaction. Ils étaient ébranlés. Bien. Ce soir-là, Isabelle rentra avec une nouvelle stratégie. Elle fut charmante au dîner, complimenta la nourriture, me demanda comment s'était passée ma journée avec une douceur qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Cette attention soudaine était déconcertante dans sa transparence, calculée, délibérée. Elle essayait de me bercer de nouveau dans la complaisance, de me convaincre que rien n'avait changé, que j'avais mal interprété ce que j'avais vu. « J'ai réfléchi, dit-elle au-dessus du dessert. Nous devrions partir en vacances, rien que nous deux. Cette croisière en Méditerranée dont tu parlais depuis longtemps. J'avais mentionné vouloir faire cette croisière il y a 7 ans. Elle avait dit que c'était du gaspillage d'argent. C'est une charmante idée, dis-je prudemment. Quand pensais-tu partir? Le mois prochain, je pourrais m'arranger pour prendre une semaine de congé. Le mois prochain, juste au moment où Diane s'attendait à avoir toutes les preuves compilées, juste au moment où je prévoyais de déposer la demande de divorce. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. « Laisse-moi regarder mon agenda, dis-je, sachant que je trouverais une manière polie de refuser. C'est très gentil de ta part de le suggérer, Isabelle. » Elle tendit la main par-dessus la table et prit la mienne, sa prise juste un peu trop ferme pour être naturelle. « Je sais que je n'ai pas toujours été attentive, mais tu es mon mari, Marcel. Cela compte pour moi. » Je plongeai mon regard dans ses yeux et n'y vis que du calcul, pas de l'affection. Elle se doutait de quelque chose, et c'était sa façon de me garder proche, de me surveiller. Ou peut-être, et cette pensée me traversa froidement, préparait-elle quelque chose? Des vacances en commun pourraient être l'occasion de construire un récit qui la favoriserait devant un juge. « Cela compte pour moi aussi, mentis-je avec aisance. Laisse-moi y réfléchir. » Cette nuit-là, j'envoyai un message à Diane. Elle propose des vacances le mois prochain. Conseil? Sa réponse arriva en moins d'1 heure. N'y va pas. Trouve des excuses. Et Marcel, sois prudent. Les gens acculés font des choses imprévisibles. Si tu te sens à un moment en danger, appelle-moi immédiatement, jour ou nuit. Je regardais ces mots pendant un long moment. Si tu te sens en danger. Isabelle n'avait jamais été physiquement violente, mais il y avait de la violence dans le mépris constant, dans l'effacement progressif, dans le fait d'exhiber un amant sous ton propre toit. Je réalisais que je ne savais pas vraiment de quoi Isabelle était capable,
lorsqu'elle se sentait réellement menacée. Pour la première fois depuis le début de ce processus, je ressentis un frisson de peur authentique. Le lendemain, je pris congé de mon bénévolat à la médiathèque du 2e arrondissement et me rendis dans une agence bancaire d'un quartier que nous ne fréquentions jamais ensemble. Je retirai 8 000 € en espèces du compte de ma grand-mère et les mis dans un coffre que Diane m'avait aidé à louer dans une étude notariale discrète. De l'argent d'urgence au cas où j'aurais besoin de partir vite. Puis je rentrai chez moi, préparai le dîner et souris à ma femme de l'autre côté de la table comme si de rien n'était. Encore 3 semaines, je pouvais tenir. Les cadeaux commencèrent à arriver 3 jours plus tard. D'abord des fleurs, 2 douzaines de roses rouges livrées à la maison avec un mot de l'écriture d'Isabelle. À mon mari qui mérite tout. Je les arrangeai dans un vase et ne dis rien. Le lendemain, un écrin apparut sur la table de chevet. À l'intérieur, une belle montre, élégante, sobre, le genre de choses que j'aurais pu chérir il y a 15 ans. Maintenant, ça ressemblait uniquement à de la stratégie. « Tu l'aimes ?» demanda Isabelle ce soir-là, en désignant la montre que j'avais laissée dans son écrin sur la commode. « Elle est jolie, » dis-je d'un ton neutre. « Quelle est l'occasion ? » Ai-je besoin d'une occasion pour offrir un cadeau à mon mari ? Elle sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle me regardait attentivement, jaugeant ma réaction. Quand je retournai simplement plier le linge sans autre commentaire, elle quitta la pièce avec une frustration à peine dissimulée. Je pouvais voir qu'elle s'attendait à davantage d'enthousiasme, à retrouver l'ancien Marcel qui aurait été touché par cette attention soudaine et rassuré. La cour se poursuivit toute la semaine. Compliments au petit déjeuner, suggestions de soirée en amoureux, une réservation dans un bouchon lyonnais dont j'avais évoqué vouloir essayer la cuisine il y avait des années. Chaque geste criait « S'il te plaît, ne regarde pas de trop près ce que j'ai fait », mais j'en avais fini d'être manipulé. Le vendredi, Éric réapparut à la maison. Cette fois, il sonna à la porte comme un visiteur convenable, au lieu d'entrer comme si l'endroit lui appartenait. Quand j'ouvris, il tenait une bouteille de Bordeaux et arborait ce que je reconnus comme une tentative coûteuse de désinvolture élégante. « Marcel, » dit-il d'un ton enjoué, « j'espère que je ne vous dérange pas. Isabelle a mentionné que vous appréciez le bon vin. J'ai pensé que ça pourrait être l'occasion de mieux faire connaissance. » Sa confiance vacilla légèrement quand je souris aimablement et m'écartai pour le laisser rentrer. Il s'attendait à de la résistance. Comme c'est attentionné, entrez donc. Je l'installai au salon, sortis des verres à pied et envoyai discrètement un SMS à Diane depuis les toilettes. L'amant est là, jouent les amis compréhensifs. La réponse arriva en quelques secondes. Parfait, laisse-le parler. Ils en disent toujours trop quand ils pensent avoir gagné. Je revins au salon avec un plateau de fromage et m'assis en face de lui avec l'expression détendue d'un homme parfaitement à l'aise dans sa propre maison. Nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes, une danse bizarre de politesse et de sous-entendus. Éric essayait de se présenter comme quelqu'un de non menaçant, quelqu'un que je devais accepter dans la vie d'Isabelle. Il mentionnait à quel point elle parlait bien de moi, combien elle tenait à notre foyer, combien ils étaient tous les deux heureux de m'avoir comme ami si compréhensif. Il parlait d'Isabelle avec la familiarité de quelqu'un qui partage une vie depuis des mois, glissant des détails anodins sur ses goûts, ses habitudes, ses journées, des détails qu'un simple consultant de passage n'aurait jamais eus. Je notais tout mentalement. Quand il repartit enfin avec des promesses de recommencer bientôt, je fermai la porte et vidai tranquillement le reste de son Bordeaux dans l'évier. La tentative de manipulation était presque insultante dans son évidence. Pensait-il vraiment que j'étais si naïf, que je me lierais d'amitié avec l'amant de ma femme et que tout le monde pourrait vivre heureux dans cet arrangement absurde ? Mais je connaissais des gens qui avaient accepté moins que ce qu'ils méritaient parce que c'était plus facile que de se battre, plus sûr que d'être seul. L'ancien Marcel aurait pu être l'un d'eux.
Le nouveau Marcel avait 2 millions d'euros et une très bonne avocate. Ce soir-là, je me rendis à la médiathèque du 2e arrondissement où j'avais fait du bénévolat avant qu'Isabelle ne me convainque que j'étais trop occupé pour des activités extérieures. Suzanne Park, qui coordonnait le programme d'atelier de lecture, faillit renverser son café en me voyant franchir la porte. « Marcel Renaud, mon Dieu, ça fait quoi, 8 ans ?»« 9, dis-je. Je suis désolé d'avoir disparu comme ça. » Suzanne m'entraîna dans son bureau, et quelque chose dans sa chaleur directe et sans fioriture fit que les mots se libérèrent d'eux-mêmes. Pas tout. Je n'étais pas prêt à partager toute l'histoire. Mais assez, sur le fait de me sentir isolé depuis des années, sur le désir de reprendre contact avec ma vie d'avant, avec les gens qui m'avaient connu avant que je devienne le mari d'Isabelle. « Tu sais ce que j'ai pensé quand tu as arrêté de venir ?» dit Suzanne. « J'ai pensé qu'Isabelle avait finalement réussi à te garder enfermé à la maison. Elle n'a jamais aimé que tu aies tes propres activités, n'est-ce pas ?» Cette évaluation franchement directe me stupéfia. On pouvait le voir, mon vieux. Tout le monde pouvait le voir. Elle passait te chercher systématiquement en avance, l'air impatient. Elle faisait de petits commentaires sur le fait que tu étais indispensable à la maison, que sans toi tout partirait à volo. C'est un comportement de contrôle classique, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à partir. « Je suis prêt maintenant, » dis-je doucement. Suzanne m'étudia longuement, puis me serra la main avec une sincérité directe qui me toucha plus que n'importe quelle formule de politesse. « Bien. Alors, de quoi as-tu besoin concrètement ?»« Une raison de sortir régulièrement, quelque chose qui paraît ordinaire mais qui me donne de la liberté de mouvement. » Elle sourit lentement. « Les ateliers se réunissent les mardis et jeudis soirs, de 18h à 20h. Nous serions ravis de te retrouver. Et si tu as d'autres rendez-vous avant ou après ces séances, eh bien, c'est entièrement ton affaire, non ?» Je sentis quelque chose se dénouer dans ma poitrine, le soulagement d'avoir une alliée, quelqu'un qui me voyait clairement et ne me jugeait pas d'avoir mis si longtemps à réagir. « Merci. Ne me remercie pas encore. Attends de rencontrer nos nouveaux participants. Ils vont te faire travailler dur. » Elle marqua une pause. « Marcel, quoi que tu prépares, sois prudent. Les gens comme Isabelle n'aiment pas perdre le contrôle. » « Je suis très prudent, » lui assurai-je. Mais en rentrant ce soir-là, je me demandais si la prudence suffisait vraiment. Isabelle et Éric avaient montré leurs cartes. Ils me voulaient docile, complaisant, prêt à fermer les yeux. Et quand je ne le serais inévitablement pas, que feraient-ils ? Ils vinrent ensemble un dimanche après-midi, 3 semaines après que j'avais commencé à rassembler des preuves. J'étais dans le jardin taillant les rosiers, l'une des rares activités qu'Isabelle considérait indigne de son attention, quand j'entendis la voiture dans l'allée. Isabelle et Éric sortirent ensemble, et il y avait quelque chose de différent en eux aujourd'hui. Ils n'essayèrent plus de se cacher. Ils marchèrent côte à côte sur l'allée, la main d'Éric touchant brièvement son dos, un geste de possession désinvolte qui me dit tout sur la direction que prenaient les choses. « Marcel » appela Isabelle de son ton faussement enjoué. « Viens à l'intérieur, il faut qu'on parle. » Un ordre, pas une requête. Je posai mes sécateurs avec précaution, retirai mes gants de jardinage et les suivis dans ma propre maison. Ils s'étaient déjà installés sur le canapé, formant un front uni. Isabelle fit un geste vers le fauteuil en face, la position de quelqu'un convoqué pour une réunion disciplinaire. Je restai debout. « Nous avons beaucoup réfléchi, » commença Isabelle, « et nous sommes venus te dire quelque chose d'important, quelque chose que nous espérons que tu comprendras. » Je ne dis rien, j'attendis. Éric lui prit la main. Un geste si théâtral que j'ai failli sourire malgré moi. « Marcel, je veux que tu saches qu'aucun de nous n'avait prévu que ça arrive. Isabelle et moi avons essayé de lutter contre nos sentiments, mais parfois l'amour est plus fort que les conventions sociales. L'amour. Il appelait ça l'amour.
Isabelle et moi voulons être ensemble, continua-t-il, la voix dégoulinant de fausse compassion. Mais nous te respectons aussi, toi, et tout ce que tu as construit ici. Nous ne voulons pas que quiconque soit blessé inutilement. Comme c'est délicat, dis-je d'un ton parfaitement neutre. Isabelle se pencha en avant. Marcel, tu es quelqu'un de bien. Tu as été un bon mari, mais nous savons tous les deux que notre mariage est éteint depuis des années. Nous nous sommes éloignés. Ça n'a pas besoin d'être brutal. Nous pouvons gérer ça comme des adultes matures. Gérer quoi exactement ? Demandai-je. Un divorce, dit-elle. Un divorce à l'amiable, civilisé. Tu peux garder la maison pour l'instant, nous réglerons les détails ensemble. Je m'assurerai que tu sois pris en charge financièrement. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Comme c'est généreux. Éric intervint à son tour. Nous pourrions même rester en bons termes, Marcel. Je sais que ça peut paraître bizarre au premier abord, mais tu m'as l'air d'un homme raisonnable et Isabelle tient vraiment à toi en tant qu'amie. Je détesterais que cette situation crée une hostilité inutile entre nous. L'audace était à couper le souffle. Il me demandait de m'effacer avec grâce pour faciliter leur liaison, de sacrifier ma propre dignité pour leur confort à eux, de leur mâcher le travail. « Et si je n'accepte pas cet arrangement à l'amiable » demandai-je. L'expression d'Isabelle se durcit imperceptiblement. Alors les choses pourraient devenir compliquées, difficiles. Des avocats, des procédures qui traînent pendant des mois, l'embarras public. Tu veux vraiment que tout le monde, tes amis, ta famille, tes voisins, connaissent les détails sordides de notre séparation ? Et voilà. La menace sous la fausse gentillesse. Et financièrement, ajouta Éric, son masque glissant légèrement, un divorce conflictuel peut engloutir toutes tes économies en frais de procédure. Alors qu'avec un accord rapide et discret, tu aurais la maison, une prestation mensuelle raisonnable. Tu pourrais vivre confortablement sans te battre pendant des années. Ils avaient tout planifié à l'avance, probablement avec leurs propres conseils. Ils voulaient que j'accepte un règlement rapide avant que je puisse monter une défense adéquate, que je m'en aille avec les miettes qu'ils jugeraient appropriées pendant qu'Isabelle conserverait la majeure partie du patrimoine et sa réputation professionnelle intacte. Je les regardais tous deux, Isabelle avec son sourire suffisant, Éric avec sa compassion calculée, et je sentis quelque chose de calme et de solide s'installer en moi comme une armure. « Non », dis-je simplement. Isabelle cligna des yeux. « Non, non, je ne vous faciliterai pas la tâche. Non, je ne m'effacerai pas avec grâce. Non, je n'accepterai aucun arrangement que vous aurez décidé équitable entre vous. » Je souris et je les vis tous deux se raidir légèrement. « Si tu veux un divorce, Isabelle, tu en auras un, mais ce sera à mes conditions, pas aux tiennes. » Elle se leva, la colère remplaçant la fausse amabilité. « Marcel, ne sois pas stupide. Je connais chaque centime de ce que nous possédons, chaque compte, chaque placement. Je gère nos finances depuis 15 ans. Tu crois vraiment pouvoir me tenir tête sur ce terrain ? Tu ne sais même pas ce que nous valons vraiment, n'est-ce pas ? dis-je doucement. Quelque chose dans mon ton l'arrêta net. Éric me regardait maintenant avec des yeux plissés, son masque d'homme raisonnable complètement tombé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Isabelle. « Rien encore, mais je le ferai. Tu veux la guerre, Isabelle ? Tu l'auras, et quand ce sera fini, tu regretteras de ne pas m'avoir mieux traité ces 15 dernières années. Tu me menaces ?» Elle s'approcha, utilisant sa présence pour tenter de m'intimider. « Je ferai en sorte que tu passes pour instable devant le juge. Je prouverai que tu es irrationnel, incapable. Je ferai en sorte que tu n'obtiennes absolument rien. »« Sors de ma maison, » dis-je clairement. « C'est ma maison. En fait, c'est un bien commun, ce qui signifie que la moitié m'appartient. Et en ce moment, je te demande de partir. Ou dois-je appeler la police pour signaler un trouble à l'ordre public ?» Éric lui attrapa le bras. « Isabelle, allons-y, ce n'est pas productif. » Mais elle était trop en colère maintenant,
trop choqué que je lui ai tenu tête aussi fermement. « Tu vas le regretter, Marcel. Je t'ai offert une sortie propre et digne, et tu me l'as jetée au visage. » « Très bien, mais ne viens pas te plaindre quand tu n'auras pas les moyens de te payer un avocat correct. » Ils partirent dans un crissement de pneus qui laissa probablement des traces sur le revêtement de l'allée. Je restai debout dans ma maison silencieuse, le cœur battant fort, les mains tremblantes maintenant que la confrontation était terminée. Ils avaient voulu m'intimider pour me soumettre, et au lieu de ça, j'avais déclaré la guerre. La peur vint alors, réelle et viscérale. Isabelle avait raison sur un point. Elle connaissait nos finances communes. Elle avait des relations professionnelles, des ressources, 15 ans à tout contrôler. Et si j'avais mal calculé, et si mes 2 millions ne suffisaient pas face à sa détermination et à ses réseaux? Je pris mon téléphone et appelai Diane. « Ils sont venus à la maison, » dis-je quand elle répondit. « Isabelle et Éric ensemble. Ils ont exigé un divorce à l'amiable, à leurs conditions. » J'ai dit « non ». « Bien », dit Diane fermement. « Comment ont-ils réagi ?»« Des menaces. Isabelle a dit qu'elle me ferait passer pour instable. Elle est furieuse, Diane, vraiment furieuse. » « Encore mieux. Les gens en colère font des erreurs. Écoute-moi, Marcel. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ne les laisse jamais croire que tu plieras. Nous avons 3 semaines de preuves maintenant, et elles sont accablantes. Karine les a photographiées en train de s'enregistrer à l'Intercontinental à 6 reprises distinctes, de dîner ensemble dans plusieurs restaurants gastronomiques, de faire des achats. Elle a documenté plus de 28 500 € de fonds matrimoniaux dépensés pour cette liaison. 28 500 € que nous pouvons prouver pièce en main, probablement davantage si on creuse plus loin. Et chaque euro qu'Isabelle a dépensé pour Éric est un euro dont elle devra répondre lors du règlement. Nous allons déposer la demande la semaine prochaine. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ma voix trembla légèrement. Mais tu avais dit 4 à 6 semaines. J'avais dit 4 à 6 semaines et nous en sommes à 3. Mais Isabelle vient de montrer son jeu. Elle prévoit de déposer la première, probablement demain matin, pour te devancer et choisir le terrain. Nous devons la prendre de vitesse. Tu peux venir à mon cabinet demain à 9 h? Oui. Apporte tout, chaque document, chaque relevé bancaire, chaque information que tu possèdes. Nous allons utiliser la tactique de la terre brûlée. Marcel, quand nous aurons fini, Isabelle regrettera chaque cruauté désinvolte, chaque dédain, chaque fois qu'elle t'a fait sentir que tu ne comptais pas. Après avoir raccroché, je traversai lentement la maison, regardant 15 ans de ma vie. Les photos au mur montrant un mariage qui était mort il y a des années. Les meubles que j'avais choisis en essayant de faire de cet endroit un vrai foyer. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour une femme qui ne m'avait jamais remercié. La table où j'avais cessé, année après année, de dire ce que je pensais vraiment. Demain, tout allait changer. Je n'avais plus peur. J'étais prêt. Le tribunal de grande instance, un lundi matin, bourdonnait de l'activité ordinaire de la justice. Des gens réglant des litiges de voisinage, des affaires de garde d'enfants, des questions de succession, des gens se disputant pour des infractions de stationnement, de petites créances. Diane et moi avions rendez-vous à 9 h au greffe des affaires familiales. À 9 h 20, ma demande de divorce était enregistrée. Isabelle ne le savait pas encore. Elle était au cabinet, probablement en train de préparer sa propre requête, persuadée qu'elle contrôlerait ce processus comme elle avait tout contrôlé depuis le début. Mais je l'avais devancée et l'avantage était désormais le mien. Elle sera notifiée à son bureau cet après-midi, dit Diane, alors que nous quittions le palais de justice. J'ai organisé la signification par un huissier spécialisé dans les remises sur le lieu de travail. Visibilité maximale. « Tu apprécies ça ?» observai-je. « Immensément », admit-elle sans la moindre gêne. J'ai vu des gens comme Isabelle détruire la vie de leur conjoint pendant des années. C'est profondément satisfaisant quand l'un d'eux se défend vraiment et prend l'initiative. Mon téléphone sonna à 15 h 14.
le nom d'Isabelle sur l'écran. Je le laissai sonner jusqu'à la messagerie. Il rappela immédiatement et encore. Au 4e appel consécutif, je décrochai. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Sa voix était si forte que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. « J'ai déposé une demande de divorce, Isabelle. N'est-ce pas ce que tu voulais? N'est-ce pas le but de la visite d'hier? Tu m'as fait signifier les papiers au bureau devant tous mes associés. As-tu la moindre idée de ce que ça représente pour moi, pour ma réputation professionnelle, pour mon image au cabinet? » Humiliant, répétai-je lentement. Comme avoir ton amant dans notre salon pendant que je vous préparais du café. Silence. Alors, nous devons parler maintenant. Je rentre à la maison. Je ne serai pas là. Je reste chez un ami quelques jours. Mon avocate contactera la tienne pour organiser les conditions d'accès à la propriété. Ton avocate, Diane Marchand, cette avocate agressive. Marcel, elle te monte la tête, elle te manipule pour faire durer la procédure. Mon avocate, continuai-je calmement, enverra également à la tienne des documents prouvant ta liaison. Photographie, relevé de carte de crédit, compte rendu complet des fonds matrimoniaux que tu as dilapidés pour Eric. Nous demandons un remboursement intégral, plus une compensation supplémentaire pour préjudice moral. Un autre silence, plus long cette fois. Quand elle reprit la parole, sa voix avait changé, plus basse, plus froide, dangereuse. Tu m'as espionné. J'ai protégé mes intérêts. Il y a une différence entre les deux. Je raccrochai. Mes mains tremblaient, mais d'adrénaline, pas de peur. Diane m'avait prévenu que cet appel viendrait. Elle m'avait appris à rester calme, à ne dire que ce qui devait être dit, à ne jamais me défendre ni m'excuser. Ne t'engage pas dans le fond, ne te justifie pas, ne montre pas ce que tu sais encore. Le 2e appel vint 1 heure plus tard, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Renaud, Maître Fontaine, conseil de Madame Renaud dans le cadre de votre procédure. Adressez toute communication à mon avocate, Maître Marchand. Bien sûr, mais je souhaitais vous joindre directement, de personne à personne, avant que les choses ne deviennent inutilement conflictuelles. Mon client est prêt à se montrer très généreux si nous pouvons résoudre cela rapidement et discrètement, dans l'intérêt de toutes les parties. À quel point généreux? Demandai-je, curieux du chiffre qu'ils avaient préparé. La maison, bien sûr. 80 000 € en capital immédiat et 1 200 € par mois de prestations compensatoires pendant 5 ans. Un règlement tout à fait honorable et raisonnable au regard de la durée du mariage et des circonstances particulières. Je fis le calcul rapidement. La maison nette valait environ 240 000 €. 80 000 € en capital. 72 000 € de prestations sur 5 ans. Moins de 400 000 € au total, alors que le patrimoine matrimonial dépassait les 470 000 €. Isabelle voulait donc me proposer nettement moins de la moitié de ce à quoi j'avais droit, emballé dans un vocabulaire soigneux de générosité et de raison. Dites à Isabelle que je la verrai au tribunal, maître. Je raccrochai. La véritable confrontation eut lieu le vendredi lors de la première conférence de règlement. Nous étions assis dans une salle de réunion du cabinet de Diane. Isabelle et Maître Fontaine d'un côté de la longue table en chêne clair, Diane et moi de l'autre. C'était la première fois qu'Isabelle et moi nous retrouvions dans la même pièce depuis le dépôt de la demande, et la froideur calculée dans ses yeux était palpable. Elle s'était habillée pour l'occasion, tailleur gris anthracite impeccable, montre en or, chignon serré, comme si l'autorité vestimentaire pouvait lui conférer l'avantage moral qu'elle n'avait plus. « Essayons de rester courtois », commença Maître Fontaine avec l'enthousiasme forcé d'un homme qui sait déjà que la séance va être difficile. Diane ouvrit sa mallette sans hâte. « Certainement. Commençons par ceci. » Elle fit glisser un épais dossier cartonné sur la table d'un geste mesuré.
Preuve photographique de la liaison de Madame Renaud avec Monsieur Éric Valmont, incluant date, heure et lieu de leur rencontre sur une période de plus de 3 mois. Le teint d'Isabelle devint blanc, tandis que Maître Fontaine ouvrait le dossier d'une main légèrement crispée. Page 15, poursuivit Diane d'un ton désinvolte. On les voit s'enregistrer à l'Intercontinental Lyon-Cité à 6 reprises distinctes. Page 23. Le détail des 28 500 € de fonds matrimoniaux dépensés en cadeaux, restaurants gastronomiques et chambres d'hôtel, avec les justificatifs bancaires correspondants en annexe. C'est un montage, dit Isabelle d'une voix tendue. C'est une preuve, la coupa Diane. Une preuve qui sera soumise au juge aux affaires familiales si nécessaire, et présentée de manière aussi exhaustive que vous le voyez ici dans ce dossier. Maître Fontaine parcourait les documents en silence, son expression s'assombrissant à chaque page. Madame Renaud, je pense que nous devrions prendre quelques minutes en privé avant de poursuivre. Non, dit Isabelle avec une fermeté qui trahissait la panique. Non, c'est Marcel. Elle me regarda directement pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la pièce. Écoute-moi, on peut encore arranger ça. J'ai fait des erreurs, je l'admets. Nous avons fait des erreurs. Mais tu détruis tout, des années de vie commune, tout ce que nous avons construit pour une. Tu as détruit ça, dis-je doucement. Il y a des années. Je ne fais qu'officialiser ce qui existe déjà. Son regard se durcit. Tu veux de l'argent? Très bien. Je suis prête à négocier sérieusement. Mais ces photos, ces documents, si tout ça circule au cabinet, si mes associés apprennent les détails, c'est déjà entamé, non? Tes associés ont vu l'huissier vendredi. Elle s'élança vers moi et Diane fut immédiatement debout, sa voix tranchante comme du verre. Madame Renaud, rasseyez-vous. Maître Fontaine lui attrapa le bras fermement, la retenant. Il y eut un silence tendu dans la salle. Isabelle se rassit lentement, les mains posées à plat sur la table devant elle comme pour se stabiliser. Puis elle me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, quelque chose qui ressemblait presque à de la stupeur sincère, dépouillée de tout calcul, de toute stratégie. Tu avais tout planifié. Pendant tout ce temps, tu étais si calme, si effacé. Depuis quand? J'ai appris à observer sans rien dire, à tout noter sans jamais réagir. C'est toi qui m'as appris ça, Isabelle. Je soutins son regard sans ciller. Tu m'as appris à cacher ce que je pensais vraiment, à sourire tout en réfléchissant à l'étape suivante. Tu m'as appris la patience. Je ne fais qu'utiliser ces leçons maintenant. Diane sortit un deuxième dossier. Nous proposons le règlement suivant. Monsieur Renaud reçoit la maison libre de toute charge, Madame Renaud assumant intégralement le solde du prêt immobilier, la moitié de l'ensemble des comptes d'épargne et des placements financiers communs, le remboursement intégral des 28 500 € dilapidés pour la liaison, plus 40 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et une prestation compensatoire de 2 000 € par mois pendant 7 ans, en compensation des 15 années pendant lesquelles M. Renaud a sacrifié sa carrière professionnelle pour assumer seul l'intégralité des charges du foyer. Maître Fontaine calculait en silence, les lèvres serrées. C'est nettement supérieur à la moitié du patrimoine commun. C'est la juste réparation pour 15 ans d'emprise psychologique, d'isolement progressif et d'infidélité caractérisée, dit Diane d'un ton sec et ferme. Acceptez ou nous portons l'affaire devant le juge aux affaires familiales, et je vous promets, maître, que la réputation professionnelle de votre cliente sera durablement et sérieusement compromise quand j'aurai terminé de soumettre l'intégralité de ces pièces. Isabelle semblait différente maintenant, diminuée dans son tailleur impeccable, moins assurée. Elle regarda Maître Fontaine, qui hocha lentement la tête. C'est une offre raisonnable au regard des éléments versés au dossier, nettement préférable à ce que vous obtiendriez en portant l'affaire au fond devant le tribunal.
Isabelle regarda fixement la table pendant un long moment. Puis elle leva les yeux vers moi une dernière fois. « Tu ne peux pas faire ça, Marcel. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas cruel. » « Non, acquiesçai-je. Je ne suis pas cruel, mais je ne suis plus un paillasson non plus. Signe l'accord, Isabelle. Passe à autre chose avec Éric. Construis ta nouvelle vie. Mais tu le feras à des conditions équitables, pas aux tiennes. »« D'accord, murmura-t-elle. D'accord, je signerai. » La satisfaction que je ressentis n'était pas triomphale. Elle était nette, définitive, presque apaisante. Ce mariage était terminé, mon ancienne vie était terminée, et j'étais libre. Le règlement prit 6 semaines à être finalisé, 6 semaines d'appels de Maître Fontaine, de tentatives de renégocier certains détails à la marge, de messages de la part d'Isabelle oscillant entre la colère froide et les regrets qui sonnaient faux. Mais Diane était implacable et les preuves irréfutables. Finalement, Isabelle signa chaque page. J'obtins la maison libre de toute charge. Isabelle dut régler intégralement le solde du prêt immobilier. J'obtins la moitié de ses placements et comptes d'épargne. Le remboursement intégral des 28 500 €, plus 40 000 € de dommages et intérêts, et 7 ans de prestations compensatoires à 2 000 € par mois. Le règlement total s'élevait à environ 580 000 €, auquel s'ajoutait bien sûr l'héritage de ma grand-mère, intégralement préservé, dont Isabelle n'avait jamais rien su et n'apprit jamais rien. Mais la vraie victoire n'était pas dans les chiffres. Elle était dans ce qui s'effondra autour d'Isabelle dans les mois qui suivirent. Les associés du cabinet n'avaient pas apprécié le scandale. La signification des papiers de divorce par huissier dans les locaux professionnels, les bruits qui avaient commencé à circuler sur la liaison avec un consultant mandaté par le cabinet, le manque de discernement que tout cela révélait, tout cela avait pesé lourd. 3 mois après la finalisation du divorce, on invita Isabelle à réfléchir à d'autres opportunités professionnelles. Éric la quitta 2 semaines plus tard. Il avait cru fréquenter une associée ambitieuse et solidement établie, une femme en ascension. Quand elle se retrouva sans poste fixe et contrainte de verser une prestation compensatoire substantielle, il perdit tout intérêt avec une remarquable et révélatrice promptitude. 1 an plus tard, ma vie s'était entièrement transformée. Je me réveillais dans ma chambre rénovée, des couleurs que j'avais choisies seul, des meubles que j'avais sélectionnés selon mes propres goûts, et je me préparais un café exactement comme je l'aimais, sans regarder l'heure, sans calculer si je serais rentré à temps. J'avais repris ma certification de comptable et trouvé un poste à mi-temps dans un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des petites entreprises. Un travail qui m'appartenait, que j'avais choisi, qui avait du sens au-delà de ce que je pouvais cuisiner ou nettoyer pour quelqu'un d'autre. Ma vie sociale s'était élargie au-delà de tout ce que j'avais connu pendant mon mariage. J'avais renoué avec de vieux amis qui m'avaient attendu patiemment, rejoint un club de randonnée dans les monts du Lyonnais, recommencé à aller au cinéma, à des concerts, à des expositions. Recommencé à lire le soir pour le plaisir, sans l'impression de voler du temps qui appartenait à quelqu'un d'autre. J'avais rencontré Lucie, une architecte indépendante qui travaillait depuis chez elle, directe et chaleureuse, qui riait franchement et qui posait des questions sur mes opinions avec une curiosité sincère, comme si mes réponses avaient réellement de l'importance. « Qu'est-ce que ça fait ?» me demanda Diane lors d'un déjeuner, 6 mois après la finalisation du divorce. Elle avait commandé un Saint-Marcellin et regardait la salle avec la satisfaction tranquille d'une personne qui sait avoir bien fait son travail. « Comme de la liberté, dis-je, mais aussi comme de la justice. » Je réfléchis un moment. Et honnêtement, comme de la gratitude, pour ma grand-mère, pour toi, et même pour l'instinct qui m'a poussé à garder ce secret pendant 15 ans sans vraiment savoir pourquoi. Diane sourit. Ce n'était pas de la méfiance paranoïaque, c'était de la sagesse intuitive. Ta grand-mère te l'avait transmise sans que tu t'en rendes compte.
J'aperçus Isabelle une fois, quelques mois plus tard, dans un supermarché du 2e arrondissement. Elle poussait un chariot à moitié vide, l'air fatigué, sans la certitude assurée qui avait toujours été sa posture naturelle dans le monde. Elle me vit aussi, s'arrêta, et quelque chose traversa son visage. Pas de la culpabilité exactement, plutôt la reconnaissance d'une erreur de calcul majeure et définitive. Elle ouvrit la bouche. Je me retournai et repartis sans hâte, sans colère, sans rien qui méritât qu'on s'y attardât. Ce soir-là, je rentrai chez moi, ouvris une bouteille d'un bon Côtes-du-Rhône et m'installai dans mon salon avec un livre ouvert sur les genoux. De la musique jouait doucement dans la pièce, ma musique, mon choix, à un volume qui me convenait. La maison était paisible, sans cette pression invisible qui avait si longtemps alourdi l'air autour de moi, sans cette sensation d'être perpétuellement en décalage chez soi. Je pensais souvent à ma grand-mère, à la façon dont elle m'avait regardé, enfant, avec une attention particulière, comme si elle avait toujours su quelque chose sur moi que je ne savais pas encore. Elle avait su que j'aurais besoin de cet argent, non seulement comme sécurité financière, mais comme fondation d'un courage que j'ignorais posséder, comme preuve que j'avais de la valeur indépendamment de ce que je rendais service à quiconque. Elle avait su que les circonstances, un jour, l'exigeraient. J'avais appris que les secrets peuvent être une force, que la patience est une arme que seuls les gens tranquilles savent vraiment manier, que celui qui semble le plus effacé peut avoir été, pendant des années, le plus avisé de tous, que l'invisibilité que l'on vous impose peut, si vous le décidez, devenir votre meilleure couverture. J'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop loin pour se retrouver, jamais trop abîmé pour se reconstruire, morceau par morceau dans le bon ordre cette fois. Mais surtout, j'avais appris ceci. Les gens qui vous rabaissent, qui vous tiennent pour acquis, qui agissent comme si vous n'aviez aucune valeur propre et aucune option, ces gens-là commettent une erreur très dangereuse. Parce qu'un jour, vous cesserez d'accepter leur version de votre histoire et vous recommencerez à écrire la vôtre. J'avais 43 ans. Le reste de ma vie m'appartenait et j'avais bien l'intention de le vivre selon mes propres termes. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Qu'ai-je appris de tout cela? Que les secrets peuvent être une force, que la patience est une arme, que celui qui semble le plus effacé peut accumuler sa force pendant des années, en silence, sans que personne ne le remarque. J'ai appris qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer, jamais trop loin pour se retrouver, jamais trop abîmé pour se reconstruire. Mais surtout, j'ai appris ceci. Les personnes qui vous rejettent, qui vous tiennent pour acquis, qui vous traitent comme si vous n'aviez aucune importance, commettent une erreur dangereuse. Car un jour, vous cesserez d'accepter leur version de votre histoire et vous commencerez à écrire la vôtre. Merci de m'avoir écouté. Const char count equals text.length. Console.log open parenthesis, quote, text character count colon, quote, comma char count, close parenthesis, slash split text into paragraph. Const paragraphs equals text.split open parenthesis, quote, backslash end quote, close parenthesis dot filter, open parenthesis p arrow, p dot trim parens dot length, greater than 0 close parenthesis, semicolon const children equals open bracket, close bracket, semicolon slash title children dot push, open parenthesis new paragraph, open parenthesis open brace, alignment colon alignment, type dot center, comma, spacing colon, open brace after colon, 600, comma, before colon, 400, right brace, comma, children, colon, left bracket, new, text, run, left brace, text, colon, quote, le secret de grand-mère Rose, quote, comma, bold, colon, true, comma, size, colon, 36, comma, font, colon, quote, Times New Roman, Hamband, separator, children, dot, push, new paragraph, alignment type dot center, spacing, after 600, children, new text run, text, asterisk,
size 24, font Times New Roman by Obama / body paragraphs for const para of paragraphs. Const trimmed equals para dot trim. If trimmed continue, children dot push, new paragraph open parenthesis open brace spacing colon, open brace after colon, 160 comma line colon, 360 close brace comma indent colon open brace first, line colon 720 close brace comma children colon open bracket new text run open parenthesis open brace text colon trimmed comma size colon 24 comma font colon quote Times New Roman. Const doc equals new document sections properties page size width 11,906 height 16,838 margin top 1,440 right colon 1,440 comma bottom colon 1,440 comma left colon 1,440 right brace comma children right bracket right brace packer dot to buffer open parent doc close parent dot then open parent buffer arrow open brace const out path equals quote /mnt /user -data /outputs /lee _ secret _ the _ grand _ mir _ rose _ complete docx quote semicolon fs dot write file sync open parent out path comma buffer console point log saved to out path console point log final character count char count. Pendant les semaines qui suivirent, je continuais à observer et à documenter avec la même discipline froide. Karine Besson m'envoya un rapport particulièrement instructif un mardi matin. Isabelle et Éric avaient dîné ensemble au restaurant Paul Bocuse, le temple de la gastronomie lyonnaise, avenue du Pont de Collonges. Le dîner, selon les relevés de cartes, s'était monté à 340 €, payé avec la carte commune que nous avions ouverte ensemble 15 ans plus tôt pour les dépenses du foyer. Je regardais ce reçu longtemps. 340 € pour un dîner romantique, facturé à notre vie commune, pendant que je leur avais préparé du café dans notre salon. Il y avait quelque chose d'intensément révélateur dans ce détail. Ce n'était pas simplement l'infidélité, c'était l'arrogance absolue de l'affaire financée par le conjoint trahi. Isabelle ne se cachait même pas assez pour utiliser sa propre carte, ou peut-être pensait-elle que je ne regardais jamais les relevés, ce qui, honnêtement, jusqu'à ce mardi de mars, était entièrement vrai. J'appelai Diane ce soir-là pour lui signaler le reçu. « Excellent, dit-elle. Ajoutons-le au dossier. Chaque fois qu'elle paye pour lui avec la carte commune, c'est de l'eau à notre moulin. » Est-ce qu'elle sait que je peux accéder au relevé ? Probablement pas. Les gens qui contrôlent tout finissent par croire que leur conjoint ne sait pas faire les choses simples. Elle a probablement décidé, il y a des années, que tu n'avais aucune raison de regarder les relevés, puisque c'est elle qui gérait les finances. C'était juste. Pendant 15 ans, j'avais laissé Isabelle gérer les finances. Elle payait les factures, organisait les virements, s'occupait des impôts. J'avais un accès au compte, bien sûr, mais je ne l'utilisais presque jamais. Elle avait réussi à me convaincre, subtilement, année après année, que les finances étaient sa domaine réservé, trop complexe pour moi, trop important pour être délégué. En réalité, il n'y avait rien de complexe là-dedans. Elle voulait juste contrôler les flux d'argent sans avoir de témoins. Mais j'avais mon propre compte, et j'avais appris à regarder. La 3e semaine apporta un développement que je n'avais pas anticipé. Un mercredi soir, en rentrant des ateliers de la médiathèque, je trouvais Isabelle à la cuisine, tenant mon carnet dans la main. Ce petit carnet bordeaux dans lequel je notais les dates, les heures, les faits depuis 3 semaines. Mon cœur fit un bond, puis se stabilisa. Elle avait l'air déstabilisée, pas triomphante. Ce qui signifiait qu'elle venait juste de le trouver,
qu'elle l'avait parcouru rapidement et qu'elle ne comprenait pas encore entièrement ce qu'elle avait entre les mains. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle en agitant le carnet. « Mon carnet de notes, » dis-je calmement en posant mon sac. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» Elle ignora la question. « Tu as noté des dates, des horaires, tu m'espionnes. » « Je note des choses qui me semblent importantes. Tout le monde a droit à ça, non ? » Marcel. Elle posa le carnet sur le comptoir et croisa les bras. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais tu te construis une histoire qui n'existe pas. Éric est un collègue. Un collègue avec qui tu passes tes après-midi à l'Intercontinental. » Silence. « C'est pour le travail, des réunions dans un cadre neutre. » Bien sûr. Je pris le carnet, le mis dans ma poche. Le dîner à Paul Bocuse aussi, c'était une réunion professionnelle. Son visage se figea. « Écoute, » dit-elle finalement, la voix plus douce, presque suppliante. Ce que je n'avais pas entendu depuis des années. « Écoute, Marcel, on peut parler, vraiment parler comme on ne l'a pas fait depuis longtemps. Je pense qu'on a tous les deux besoin de... » « Je suis très fatigué ce soir, dis-je. Je vais me coucher. » Je montai l'escalier sans me retourner. Derrière moi, j'entendis le silence de quelqu'un qui n'a pas trouvé les mots qu'il cherchait et qui réalise pour la première fois que la situation lui a peut-être échappé. Ce soir-là, j'envoyai un message à Diane. Elle a trouvé le carnet. Je ne pense pas qu'elle ait compris ce qu'il contenait, mais elle sait que quelque chose se passe. Diane répondit en 10 minutes. « Bien, accélère rien, continue exactement comme avant. Le carnet n'est pas une preuve légale de quoi que ce soit, c'est juste des notes personnelles. Elle ne peut rien en faire. Toi, si. » Les jours suivants furent étranges. Isabelle changeait de registre selon les heures, tantôt distante et froide, tantôt soudainement attentive et prévenant, comme si elle testait différentes approches pour trouver celle qui ferait revenir l'ancien Marcel. Le Marcel complaisant, le Marcel qui acceptait tout, le Marcel qui niait l'évidence pour préserver la paix. Ce Marcel-là n'existait plus. Un dimanche matin, en faisant la lessive, je trouvais dans la poche d'une veste d'Isabelle un ticket de parking de l'Intercontinental daté du mardi précédent, un jour où elle m'avait dit travailler tard pour une clôture de dossier. Je le photographiai soigneusement et l'envoyai à Karine Besson avec la date et l'heure. Karine me rappela dans l'heure. J'ai des photos de ce soir-là. Ils ont dîné dans le restaurant de l'hôtel, puis pris une chambre. J'ai les enregistrements de la caméra du hall d'entrée. Je vous envoie les captures d'écran. Je l'ai reçu 5 minutes plus tard. Isabelle et Éric côte à côte dans le hall d'un hôtel de luxe lyonnais, pendant qu'elle m'avait dit être au bureau pour une clôture de dossier urgente. Je sauvegardais tout dans le dossier cloud. Ce soir-là, au dîner, je demandai à Isabelle comment s'était passée la clôture de dossier du mardi. Elle répondit sans lever les yeux de son assiette. « Épuisant, on a fini très tard. »« Je vois, » dis-je. « Mange pendant que c'est chaud. » Elle leva les yeux. Il y avait quelque chose dans mon ton, pas de la colère, pas de l'accusation, juste une neutralité trop parfaite qui la troubla. Je le vis dans la façon dont elle reposa sa fourchette et m'observa une seconde de trop. Mais je regardais déjà ailleurs, et le moment passa. Il y eut aussi la question du compte d'épargne commun. Un jeudi, en consultant les relevés, je remarquai un virement de 5 000 € vers un compte dont le numéro ne me disait rien. Pas vers un des comptes habituels, pas vers nos assurances, pas vers nos investissements. Un compte inconnu. J'appelai Diane immédiatement. « C'est classique, » dit-elle sans surprise. Elle commence à mettre de l'argent de côté, à préparer sa sortie de secours. C'est illégal si elle le fait en secret et unilatéralement pendant la procédure de divorce, ce qui n'est pas encore officiellement lancé, mais qui peut être contesté rétrospectivement. Photographier le relevé. On en parlera avec le juge. Je photographiai le relevé, puis je remarquai que le virement avait eu lieu le lendemain du jour où ils étaient venus nous annoncer leur relation.
le lendemain du jour où j'avais dit non. Isabelle avait commencé à se préparer financièrement dès le lendemain de ma résistance. Elle pensait que ça allait durer, sa résistance à elle, son contrôle, mon manque d'options. Elle avait tort sur les 3. Le lundi du dépôt de la demande de divorce fut l'une des matinées les plus étranges de ma vie. Je me levais à 6 heures, préparais du café et regardais par la fenêtre de la cuisine le jardin encore endormi dans la brume matinale. Isabelle dormait encore. Dans quelques heures, tout allait changer, pour elle aussi, même si elle ne le savait pas encore. Je pensais à grand-mère Rose, à la dernière fois que je l'avais vue, quelques semaines avant sa mort. Elle m'avait tenu la main dans son petit appartement de Villeurbanne, entouré de ses plantes et de ses livres, et m'avait regardé avec ses yeux qui semblaient toujours voir quelque chose que les autres rataient. « Cet argent est pour toi », avait-elle dit. « Pas pour votre vie commune, pas pour votre maison, pas pour vos projets à 2, pour toi, pour le jour où tu en auras besoin. Et ce jour viendra, Marcel. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais garde-le, soigneusement, séparément, silencieusement. » À l'époque, j'avais pensé qu'elle était simplement prudente, marquée par sa propre génération qui avait appris à ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, 15 ans plus tard, dans cette cuisine à 6 heures du matin, je comprenais qu'elle avait vu quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Elle avait regardé Isabelle, et elle avait su. À 8h30, je quittais la maison avec mon sac et les documents que Diane m'avait demandé d'apporter. Isabelle était encore dans la douche. Je n'avais pas laissé de mots. Il n'y avait rien à dire que les papiers ne diraient pas mieux. Dans le hall du palais de justice, Diane m'attendait avec son associé junior, une jeune femme prénommée Aurélie qui portait une mallette presque aussi imposante que la sienne. Diane me serra la main, me regarda dans les yeux une seconde. Prêt ? Depuis longtemps. Le dépôt de la demande fut étonnamment banal dans sa procédure. Des formulaires, des références de dossiers, une greffière qui tamponnait des documents avec l'efficacité automatique de quelqu'un qui faisait ça 30 fois par jour. En 28 minutes, c'était fait. 15 ans de mariage transformés en numéro de dossier. Dans l'ascenseur qui redescendait vers le hall, Diane dit simplement « C'est fait, c'est fait ». Dehors, le soleil de mai réchauffait les pierres grises du palais de justice. Des pigeons picoraient les miettes d'un croissant près de la fontaine. Un couple âgé traversait la place en se tenant par la main. La vie continuait, absolument indifférente à ce que je venais d'accomplir. Ce qui était, en un sens, exactement ce dont j'avais besoin. Après la signification des papiers, il y eut une semaine de silence de la part d'Isabelle. Pas d'appel, pas de message, pas de tentative de contact. Diane m'expliqua que c'était souvent ainsi. Les gens recevaient les documents, réalisaient l'ampleur de la situation et consultaient frénétiquement leur propre avocat avant de réagir. Le silence n'était pas de la résignation, c'était de la stratégie. La semaine suivante apporta les appels, celui d'Isabelle en furie que j'ai déjà décrit, celui de Maître Fontaine avec son offre dérisoire, et plusieurs appels que je laissais sans réponse. Des numéros inconnus qui n'étaient probablement pas des inconnus, juste Eric utilisant un autre téléphone pour tâter le terrain. Je ne répondis à aucun. Diane me prévint que la conférence de règlement pourrait être tendue. « Elle va essayer de te faire exploser », dit-elle. « Elle va dire des choses destinées à te blesser, à te déstabiliser, à te faire perdre tes moyens devant Maître Fontaine pour qu'il puisse ensuite argumenter que tu es émotionnellement instable. Ne tombe pas dans le piège. Quoi qu'elle dise, reste calme. Laisse-moi parler quand il le faut. Et souviens-toi, chaque seconde où tu gardes ton calme dans cette salle, tu gagnes du terrain. » Je me préparais à la conférence comme je m'étais préparé à tout le reste depuis 3 semaines. Méthodiquement, silencieusement, avec patience. Ce matin-là, en m'habillant, je mis la montre qu'Isabelle m'avait offerte pendant sa campagne de charme. Diane m'avait suggéré de la porter.
Un détail, mais il dit tout, un homme qui porte la montre offerte par sa femme n'est pas un homme en guerre, ça la déstabilisera. Elle avait raison. Quand Isabelle entra dans la salle de conférence et vit la montre à mon poignet, quelque chose traversa son regard, une confusion très brève, suivie d'une recalibration rapide. Elle n'avait pas prévu ça. La conférence se déroula comme Diane l'avait prévu. Isabelle essaya effectivement de me faire exploser, glissant des sous-entendus sur mon incompétence professionnelle, sur le fait que j'avais profité d'elle financièrement pendant 15 ans, sur le fait que ma démarche n'était motivée que par la vengeance. Je restais calme. Je la laissais parler. Je laissais Diane répondre, et quand Diane fit glisser le dossier de Karine Besson sur la table, les photos, les reçus, les relevés, le tout compilé avec la précision d'un rapport d'audit, j'observais le visage d'Isabelle changer en temps réel. De l'arrogance à la surprise, de la surprise à la compréhension, de la compréhension à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle avait cru contrôler la situation. Elle avait cru qu'elle tenait toutes les cartes, les finances, le réseau professionnel, la maîtrise de la narration. Elle avait oublié que je regardais, depuis toujours. Les semaines qui suivirent le règlement furent une période étrange, suspendue entre deux vies. Je vivais encore dans la maison. C'était prévu dans l'accord. J'avais le droit d'y rester pendant la période de transition. Mais c'était la maison d'un homme qui se préparait à commencer autre chose. J'ai commencé à repeindre le